Salut à tous. Alors vous l'avez vu dans le titre, cette année nous avons produit 1 tonne et 98 kilos exactement de nourriture. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que c'est toujours pas suffisant, même si ça paraît beaucoup en termes de poids. Ça suffit pas pour notre foyer. Ça permet une autonomie alimentaire complète à 100% en calories pour seulement une personne et 8% de la deuxième. Donc il nous reste encore un petit peu de travail. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à faire tout ça en tant que débutant et en travaillant à côté, donc ça me donne de l'espoir pour y parvenir, sachant que on a quand même normalement moyen, avec tout ce qu'on a mis en place, d'augmenter cette quantité de nourriture de façon assez simple. Dans cette vidéo, on va essayer un peu de regarder côté calcul, ce qu'on peut tirer de toutes les données que j'ai recueillies, parce que je pense qu'il y a des conclusions vraiment intéressantes à faire. Alors avant de commencer, je voulais rapidement préciser un peu la méthode que j'ai utilisée. J'ai tout chapitré, donc vous pouvez passer si ça vous intéresse pas. Donc à chaque fois que je récoltais quelque chose, j'allais le peser. En 2021, j'avais vraiment tout pesé, même les mini-récoltes. Cette année, j'avoue que j'ai oublié quelques salades ou récoltes ponctuelles. J'ai dû oublier quelques choux, des petits trucs comme ça, quoi, qu'on ramasse à l'unité. Mais c'est pas très grave parce que non seulement c'est pas du tout ce qui produit l'essentiel de nos calories, mais en plus ça compense tout le reste des approximations que je vais vous énoncer après. Donc oui, en fait, tous les chiffres que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est vraiment une très grosse approximation parce que par exemple, j'ai choisi de mesurer les calories. Pourquoi les calories et pas le reste? Donc on n'a aucune donnée sur les vitamines, les minéraux, etc. Donc j'ai fait quand même protéines, lipides et glucides. Les calories me paraissent être quand même une bonne unité de mesure parce que c'est quand même notre carburant pour produire l'énergie dont notre corps a besoin. Mais il y a plein d'autres choses qu'il faudrait mesurer. Et puis la façon dont j'ai mesuré n'est pas non plus très précise. Quand je parle de pourcentage d'autonomie, en fait, je parle vraiment de pourcentage de calories produites par rapport aux besoins de 2 personnes d'activité physique moyenne, puisqu'on est actif les jours de repos et sédentaire les jours où je suis au travail. Donc j'ai fait une petite moyenne. De tout ça, on peut tirer quand même des tendances, parce que non seulement toutes les calories ne se valent pas, mais en plus tous les aliments ne sont pas assimilables par le corps de la même façon. Et chaque personne aussi a un métabolisme différent. Donc moi, je me suis contentée de taper à chaque fois l'aliment sur Internet et de prendre les calories pour 100 grammes dans le premier site qui se présentait. Une autre approximation, c'est que par exemple dans le poids d'un poulet, j'ai quand même des os que je vais pas manger alors qu'il entre dans le poids de la balance. Pour les moutons par contre, parce que bon là le poids des os ça peut vraiment changer complètement le calcul, enfin le résultat en tout cas, j'ai quand même enlevé le poids des os parce que je l'ai trouvé sur internet via un calcul. Et c'est pareil pour les fruits, il y a le poids du noyau etc que j'ai pas déduit forcément, donc il y a une petite approximation, mais je me suis dit que ça compensait les fois où j'ai oublié de noter des petites récoltes par-ci par-là. Alors on pourrait aussi dire que les fruits récoltés dans le jardin, ils ont un petit peu plus de sucre que ceux dont j'ai pris les statistiques, parce que sûrement récoltés bien plus mûrs que dans le commerce. Mais bon, vous comprenez que tous ces calculs, ils n'ont pas énormément de valeur en tant que calcul précis, mais ils vont nous donner des informations globales sur des tendances, sur un petit peu, on va dire, les postes à privilégier si on veut avoir une bonne autonomie alimentaire. Donc on va partir du postulat que globalement, toutes ces approximations, dans un sens ou dans un autre, vont s'équilibrer à la louche. On veut des pistes de réflexion, pas non plus une étude scientifique, sinon je l'aurais pas mis sur YouTube, je l'aurais mis sur PubMed, voilà. Donc on va commencer par faire le bilan catégorie par catégorie, ce qui à l'avenir peut être amélioré, puis ensuite on parlera de ce qui a attiré de tous ces chiffres. Alors dernière chose avant de commencer, cette année on s'est énormément concentré sur l'élevage parce qu'on a eu pas mal d'animaux en plus, donc il a fallu adapter toutes ces infrastructures. J'ai fait le choix de faire très peu de potager comparé aux autres années. En gros, toutes les cultures qui prenaient du temps d'arrosage, de semis délicats, etc., j'ai laissé tomber. J'ai planté pas mal de tomates pour pouvoir faire plein de sauces et conserves d'avance, parce que je savais que je pouvais les laisser faire un peu leur vie, même si je loupais des arrosages, c'était pas très grave. Quelques courges, et après le reste, vous verrez que c'était très peu, et ce qui bien sûr à l'avenir changera, parce que là maintenant on a quand même bien avancé sur tout le reste, donc le potager pourra redevenir une bonne occupation en termes horaires. Donc on commence par la catégorie des fruitiers. Donc là on est sur 65 kilos, donc autrement c'est vraiment très très peu. Alors pour ceux qui sont peut-être urbains, ça paraît beaucoup 65 kilos de fruits, mais en fait vraiment pas. Si quelqu'un a 2 pommiers adultes, vous êtes déjà capable d'en faire autant en fait. Donc vraiment 65 kilos de fruits, c'est rien. Donc je plante le décor, en fait on a planté vraiment plein d'arbres quand on est arrivé, mais nos arbres sont encore jeunes, On est sur une moyenne d'âge de 3 ans environ, ce qui fait qu'ils produisent
encore très très peu quoi. Donc c'est soit pas du tout, soit très peu. En 2022 en plus on a eu des gelées en avril très tardives, donc déjà pruniers, poiriers, naschis, tout ça ça a été catastrophique, production zéro ou alors vraiment pas grand chose. Ensuite les pêchers ils ont gelé aussi, mais comme on en avait un vieux contre le mur côté sud, ça a sauvé quelques fleurs, donc on a eu 10 kilos de pêche, alors que certaines années on avait des récoltes genre 70 kilos quoi. Donc quasiment avec un pêcher on fait plus que la récolte de cette année de tout fruits confondus quoi. Donc bien sûr, dans cette catégorie, on est censé avoir une augmentation de production chaque année sans fournir d'efforts supplémentaires puisque tout est déjà planté, hein. Donc on n'a plus qu'à attendre qu'ils grandissent et accompagner la croissance par une taille pour certaines variétés, quoi. Donc là, là-dessus, je pense que les calories manquantes seront facilement atteintes dans 5-6 ans en faisant rien de plus parce qu'on a vraiment planté des quantités extrêmement importantes d'arbres, de pommiers, de poiriers, de noisetiers, de noyers, etc. Donc on a quand même eu quelques petites pommes sur les premiers pommiers plantés et sur les variétés les plus tardives, hein. Donc il y avait 1-3 kilos chacun, mais on a pu manger quand même quelques pommes, en tout ça fait une dizaine de kilos. Voilà. Et là, depuis l'année dernière, je plante que des variétés super tardives parce que j'ai vraiment l'impression que ces gelées, après redoux, elles vont être vraiment de plus en plus fréquentes à l'avenir avec le dérèglement climatique. Donc il faut assurer ses arrières. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ce premier tableau? C'est que dès que vous arrivez, plantez des arbres, hein, parce que vous voyez que ça met super longtemps avant d'être productif. On est quand même au bout quasiment de la 5e année et la production est insuffisante. Donc vous essayez de compenser par des petits fruits au départ, hein. Ici on voit que j'ai fait quand même 10 kg de fraises, 12 kg de framboises groseilles. Donc même si c'est pas suffisant pour l'autonomie en fruits, c'est mieux que rien et ça permet d'attendre en fait d'avoir des grosses productions sur vos arbres fruitiers. L'avantage c'est que comme j'ai plein de variétés de petits fruits, d'ailleurs je vous ai fait toute une vidéo sur les petits fruits, on a eu cette production vraiment assez bien étalée en fait de mai à fin octobre. Donc on n'a pas non plus eu une impression de manque intense de fruits, quoi. En 2021 j'avais ramassé plus de framboises parce que j'y passais vraiment tous les 2 jours cette année. Bon, j'avoue qu'avec le planning trépidant qu'on a eu, j'ai laissé pas mal se perdre sur le pied parce que je manquais des jours de récolte. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas perdu pour tout le monde. Je vous garantis que si moi je les ai pas mangés, il y en a d'autres qui les ont mangés. Donc il y a aussi les vignes qui ont fait presque 6 kilos de raisin. Ça c'était bien aussi, ça commence à produire, hein. Bien sûr, c'est plutôt que plus rapidement que les arbres, hein. Donc ça c'est cool. Voilà. Alors parmi les erreurs, les conseils que je peux vous donner, qui auraient pu augmenter la production, nous on a un sol sableux et pauvre, donc il se déshydrate très très vite et j'ai pas forcément été ultra assidue pour l'arrosage des arbres, même très mauvaise, donc l'été il végétait. Vous pouvez à mon avis peut-être faire vraiment mieux avec des productions plus rapides si vous les bichonnez bien, parce que par exemple en 2021 où l'été il a été très pluvieux, tous nos arbres ils ont fait un gros boom niveau croissance, donc si vous les arrosez bien en été, ils pousseront forcément mieux. On passe à la catégorie potager. Donc je vous mets toutes les données à l'écran, je commente que les trucs les plus importants. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette année, on s'est pas du tout focus sur le potager. Je dirais qu'on a fait un potager de tomates, hein. Donc en fait, on a produit en tout 400 kg de légumes. Sur les 400 kg, il y a 219 kg de tomates et 64 kg de cucurbitacées, tout confondu, hein, courgettes, concombres, etc. Donc là, on a fait le potager facile cette année, le potager qui ne demandait pas d'investissement en fait. Donc pour ce qui est des tomates, je pense que autour des 200 kg, c'est vraiment ce qu'il nous faut pour notre foyer à nous, pour à la fois pouvoir en manger en entrée en vinaigrette, pour pouvoir faire pas mal de bocaux de sauce tomate, de ratatouille pour l'hiver et les plats préparés qu'on fera pour quand on a moins de temps, et pour pouvoir en offrir aux gens qui en veulent dans notre entourage. Je pense vraiment 200 kg, c'est pas mal. Là, cette année, c'était bien, on en a eu assez pour faire tout ce qu'on voulait, quoi. Pour les courges, on aurait pu faire un tout petit peu plus de courgettes parce que je trouve qu'on n'a pas fait assez de bocaux de ratatouille. Par contre, pour les courges type butternut, etc., c'est bien assez, hein. Cette quantité, elle nous convient. Il faut se calmer sur les courges. Maintenant, j'ai vraiment choisi d'être une minimaliste des courges parce que déjà, pour récupérer les graines, c'est bien plus facile si vous avez qu'une seule variété par famille de courges. Vous savez qu'il y a certaines variétés qui s'hybrident entre elles et d'autres non, hein. D'ailleurs, je vous avais fait aussi une vidéo là-dessus. Donc, en fait, je choisis juste une variété par catégorie pour que j'ai pas à faire le bidouillage de fermer la fleur avec une épingle, de polliniser à la main, etc. Ça, je le fais plus. J'ai plus envie en fait de perdre du temps sur ça, donc je mets une variété par famille, voilà.
Alors tout le reste qui était comestible dans mon potager, ça s'est fait dégommer par un petit être qui avait tous les droits et pour lequel j'ai accepté de sacrifier ma récolte. Alors j'ai nommé Fanfan qui mange même les piments les plus piquants, les haricots tout juste nés, les feuilles de carottes, tout y passe. Alors je lui ai rien dit, je l'ai laissé, c'est pas grave. Bon, on va dire que comme il était tout minus, tout mignon et que j'avais dit que cette année le potager on s'en fout un peu, j'ai laissé faire, hein. J'aurais pu mettre un petit fil électrique, etc. Bon, c'est pas grave. En plus, avec la sécheresse qu'on a eue, franchement, ça a souffert. Donc je suis même pas sûre en fait que s'il avait pas tout mangé, on aurait eu des récoltes bien plus généreuses. Donc je me suis dit c'est pas bien grave, on fera mieux l'année prochaine. Donc pour les pommes de terre, vous l'avez vu en vlog, je vous avais dit, j'étais super en retard, donc j'ai planté trop en retard et elles n'ont pas supporté du tout la sécheresse. Donc en fait, les 77 kilos que vous voyez dans le tableau, c'était juste les pommes de terre nouvelles que j'avais plantées à l'intérieur même du jardin, parce que vous savez, les pommes de terre, on les fait plus loin, quoi, sur une plus grande surface que dans le jardin vraiment purement potager. Celles que j'avais mis dans le jardin en pommes de terre précoces, ça a bien donné, franchement, même avec la sécheresse, j'étais étonnée. Et il y a aussi celles que je vous avais aussi montré dans une vidéo qui repoussent tous les ans toutes seules, là que j'ai laissé dans la partie entre guillemets forêt-jardin, vous savez où il y a tous les petits fruits, les herbes aromatiques, etc. Bah là, les pommes de terre, elles repoussent toutes seules, comme je déplace pas, je gratouille pas dans la terre. Et donc là, j'ai eu aussi des grosses pommes de terre. Et heureusement, hein, parce que franchement, sinon on n'aurait rien eu du tout, quoi. Et là, clairement, 77 kilos, c'est rien du tout. Je pense que pour être vraiment bien à l'aise niveau pommes de terre, il faut entre 200 et 300 kilos. Parce que là, clairement, cet hiver, on compense les pommes de terre par de la semoule, du riz, du blé, quoi, des trucs qu'on produit pas. Donc, c'est pas cool, quoi, pour l'autonomie. Donc là, pour le potager, cette année, ça représente seulement 14% du total calorique produit. Mais pour un investissement en temps, au final, assez peu important. La sécheresse plus Fanfan, ça m'a un peu découragée sur la fin, donc j'ai quasiment pas arrosé, en fait. J'ai laissé la sécheresse finir son travail. De toute façon, avec notre sol sableux, ça sert à rien, en fait, t'arroses et ça change rien. Tu gaspilles de l'eau et ça le fait survivre, quoi, mais ça produit pas non plus. Donc j'ai abandonné ça. On peut dire, en fait, que même si c'est que 14% de calories produites, elles l'ont été sans trop d'investissement, sans trop d'intrants, sans trop d'eau. Et je tiens à porter à votre attention au fait que produire en quantité, c'est bien, mais il y a un moment où certains aliments, vous pouvez pas en ingurgiter plus. Alors oui, ça fait super classe quand on monte des grosses courges, qu'on a produit plein de tomates et plein de courges. Moi aussi, hein, j'étais contente quand j'avais des bonnes récoltes. Mais en fait, au final, ça se gaspille. Donc, si tu manges tout, franchement, c'est que t'es un super boss et que t'aimes trop les courges. Mais nous, en 2021, on a fait 129 kilos de cucurbitacées, hein, tout confondu, courgettes, etc. Et les courges, il y en a que j'ai encore. Alors, heureusement, elles se tiennent bien. Mais j'ai encore des butternuts et des spaghettis de l'année dernière, en fait, de 2021, que j'ai toujours pas mangé. Et toutes les autres, là, les styles petits potirons et tout, ça s'est pas bien gardé. À la fin, on les a donnés aux poules parce qu'il y en avait quelques-uns qui commençaient à moisir, quoi. Donc avant que tout y passe, hop, on a filé aux poules. Donc vous voyez que sur 129 kilos, en fait, j'ai pas tout mangé. Donc ça sert à rien de faire trop, ça vous bouffe de la place au potager et du temps pour rien. Voilà. Donc on va parler vite fait de 2021 sur le potager parce que du coup j'avais récolté beaucoup plus de choses vu qu'il n'y avait pas Fanfan qui venait grignoter en cachette. Donc on avait fait 24 kilos de carottes, 17 kilos d'haricots. Alors personnellement je trouve que c'est pas assez, hein. C'est deux légumes qu'on aime beaucoup. J'en aurais eu le triple, le quadruple, j'aurais pas été lassée d'en manger. Donc ça on peut aussi augmenter. Sinon tout le reste c'est sympa. Mais bon, les choux, les piments, poivrons c'est pareil. On peut en faire en plus grande quantité parce que c'est un truc qu'on aime bien. Mais sinon tout le reste, c'est pas des trucs importants pour moi. Soit j'aime pas, soit je trouve ça très pénible à récolter pour avoir des quantités suffisantes. Les petits pois, on n'aime pas assez en fait pour le temps que ça prend à écosser, etc. C'est pas un légume que ça me fait plaisir de manger. Donc on va épurer un petit peu et se concentrer vraiment sur ce qu'on aime de fou. Donc plus de petits pois, les betteraves, j'aime pas. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça qu'on vire, quoi. On essaye d'épurer et de faire vraiment des trucs, de se concentrer sur le meilleur en fait. Voilà. Allez, on va passer à la catégorie élevage. Donc c'est sur celle-là qu'on s'est concentré cette année. Elle représente à elle seule 76,6% de nos productions. Donc je n'ai compté bien sûr que ce qu'on a mangé ou transformé, parce qu'en termes de calories produites, on a eu aussi par exemple un bélier et une brebis qu'on a gardé vivants et qu'on n'a pas mangé. Donc c'est pas quelque chose que j'ai mis dans le tableau parce que ça ne fait pas partie de notre nourriture, mais c'est quand même des calories produites. Des poulettes aussi qu'on a bien produit mais qu'on a donné à nos connaissances. Donc bien sûr, on les a pas mangées, donc elles sont pas dans le tableau. Mais c'est quand même des choses qu'on a fait cette année et qui nous ont demandé des efforts.
Pour le lait, c'est pareil, on a traité les chèvres, on n'a pas traité les vaches, alors qu'on aurait pu. Mais comme elles étaient trop jeunes, c'était un accident de parcours concernant l'éleveuse qui nous les a vendues. Donc j'avais peur que ça les affaiblisse trop, donc je les ai laissées starir. Et puis de toute façon, c'était pas dans notre projet immédiat en fait de les traire cette année. Pour nous, les vaches c'était un projet à long terme. Donc voilà. Mais on aurait pu aussi avoir du lait de vache si on avait voulu. Et donc là, dans ce tableau, c'est vraiment que ce qu'on a soit dans notre ventre, soit dans notre stock. On commence par le miel. Donc on a 4 ruches. Et comme j'ai acheté 3 essaims au printemps cette année, pour compléter l'unique que j'avais, elles n'ont pas toutes produites. Donc on a fait 19 kilos de miel avec une seule ruche. Pour vous donner un ordre d'idée de production de ce qu'on pourrait avoir dans les années à venir avec 4 ruches. Donc mon grand-père, qui a lui aussi eu envie de se lancer dedans quand il a vu mes ruches, lui il avait 4 ruches qui étaient déjà présentes en 2021. Donc en 2022, elles ont produit à fond. Elles ont fait 90 kilos de miel pour 4 ruches. Donc franchement c'est bien, 90 kilos pour un foyer de 2 personnes. Vous avez de quoi donner des pots et puis consommer pour votre sucre. Je vous avais aussi déjà expliqué qu'on a un emplacement dans nos bois où on a un apiculteur professionnel qui dépose une trentaine de ruches tous les ans. Ça fait au moins 30 ans qu'il les dépose. Moi, j'ai récupéré en fait ce que mon grand-père avait déjà mis en place, quoi. Et du coup, il nous donne une dizaine de pots de miel en guise de loyer, on va dire. Donc le sucre contenu dans le miel, c'est un de nos sucrants principaux. Il n'y a que pour certaines recettes où j'utilise encore le sucre blond du commerce. Donc soit quand le goût du miel est trop gênant et cache le goût délicat de certains ingrédients majeurs d'une recette, ou alors pour les confitures, parce que je maîtrise pas encore les confitures au miel comme sucrant. Je crois qu'il faudra un réfractomètre en fait pour pouvoir calculer la quantité de sucre dans le miel pour bien doser par rapport aux fruits en question. À lui seul, il représente quand même 7% de nos calories totales, donc c'est pas rien, quoi. Ensuite, les moutons, 45 kg de viande. En fait, en tout, il y avait 45 kg de carcasse plus 9 kg d'abat. Donc après les calculs, les os représentent environ le poids des 9 kg d'abat. Donc j'ai compté que 45 kg dans le poids, entre guillemets, transformé. C'est assez rentable parce que la majeure partie du temps, ils sont à l'herbe. Donc on a quand même complémenté autour de l'agnelage, mais pas toute l'année, quoi. Et exceptionnellement, fin de printemps, en attendant le déménagement dans le nouveau terrain. Donc on espère que les autres années, on pourra encore réduire la dépendance au foin. On a quand même vachement aménagé le territoire pour qu'il y ait une pousse d'herbe plus importante. Partout où on a enlevé les fougères, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de l'herbe. Sur la partie du haut de 3000 m², on a réussi à totalement éradiquer les fougères. Sur le reste, ça repousse encore un petit peu. Donc il faut qu'on continue en fait nos efforts pour produire plus d'herbe et du coup avoir une nourriture plus longtemps, quoi. Alors bien sûr, ma dépendance au foin, c'est une dépendance toute relative, parce que j'ai beaucoup d'agriculteurs en fait dans ma famille et mes voisins, donc on n'a vraiment pas de problème de résilience au niveau de cet apport-là. Quand même, ce qui moi m'intéresse en fait, c'est la résilience ultra locale. Donc par contre, pour la luzerne et l'orge qu'on donne pour les brebis, quand elles ont des bébés, on l'achète et on n'a pas encore trouvé de vrai producteur local de luzerne. Donc ça, j'aimerais vraiment bien qu'un jour, soit nous, soit ma famille, soit des voisins, se mettent à faire un petit peu de luzerne pour avoir un approvisionnement fiable dans un circuit ultra court. Alors après, je m'étais dit qu'on pouvait faire de la betterave fourragère pour remplacer le mélange luzerne-orge. Je sais que ça pousse bien chez nous parce que mes grands-parents et mes arrière-grands-parents en faisaient pour le donner aussi aux moutons. Donc voilà, c'est une piste à explorer. Alors les œufs, on est quasiment à 100 kg si on compte les poules et les cannes. Cannes qui d'ailleurs m'ont complètement boudé cette année, je ne sais pas du tout pourquoi, mais très très mauvaise ponte. Déjà j'ai fait couver, donc forcément quand elles couvent, elles pondent pas, mais en plus j'ai pas eu énormément d'œufs, 2 kg c'est rien du tout. En 2021, j'avais fait 11 kg d'œufs, alors que j'avais moins de cannes en âge de pondre, donc je comprends pas trop. Alors vous avez l'impression que c'est énorme au niveau du poids d'œufs, mais en fait nous on mange énormément d'œufs pendant toute la période de lactation des chèvres. On faisait très très souvent des œufs au lait avec 12 œufs dans 1 litre de lait en fait. C'était genre notre dessert de tous les jours, même au petit-déj on en prenait. Donc en fait en 3 jours on s'enfilait 12 œufs. Rien qu'en flan, quoi. Sans compter les œufs sur le plat, les œufs durs en salade, en sauce à l'oseille, en omelette, dans les cakes, etc. En fait, quand on a des creux dans la production de viande, c'est vraiment notre ressource de protéines indispensable et aussi de lipides. Et paniquez pas, ça fait rien quand on mange plein d'œufs. C'est juste que c'est très calorique et très riche, donc si vous bougez, il n'y a pas de souci. Mais sinon, mon cholestérol, il va très bien. J'ai même fait des analyses sanguines. J'ai un super taux de cholestérol, il est exemplaire, franchement. Donc j'ai le mauvais cholestérol qui est très bas et le bon qui est très haut, donc tout est nickel. Continuons de manger plein d'œufs. Donc la volaille, toute espèce confondue, on est à 53 kg de viande transformée. Donc nous par contre on mange que les coques, ou alors vraiment quand une poule elle commence à avoir un truc handicapant, genre par exemple on avait une poule de chair, on nous avait dit qu'on pourrait pas la garder parce que après elles sont trop lourdes en fait, elles ont des soucis de pattes. Et c'est vrai qu'en fait
c'est arrivé, hein, et dès qu'on a vu qu'elle commençait à moins bien se déplacer, on l'a mangée direct, parce que ça sert à rien de la laisser souffrir, puisqu'on savait l'issue finale. Donc voilà, mais c'est la seule. Toutes les autres poulettes qu'on a eues, soit on les a gardées pour la ponte, soit on les a données aux gens qui voulaient des poules, quoi. Voilà. Donc d'ailleurs, c'est rigolo parce que mon coq Pinochet, il est croisé, il a sa petite houppette sur la tête, et il a donné pas mal de petits descendants avec cette petite houppette, dont des poulettes. Mon père, il en a pris 2. Et là, tous les voisins, ils lui disaient: ah, mais c'est quoi ces poules comme race? Elles sont trop mignonnes. Il leur a pas dit c'est des poules croisées, c'est rien du tout. Non, il leur a dit c'est des poules Pinochettes. Donc voilà, les poules, elles représentent 27% de notre production calorique. Mais par rapport au reste des productions, c'est quand même le truc le moins rentable, hein, parce qu'elles mangent énormément de grains, donc d'intrants extérieurs, contrairement à nos ruminants qui, eux, mangent en grande quantité notre herbe ou nos feuilles d'arbre. Je pense qu'on a acheté autant en fait en calories, en grains pour les poules, que de ce qu'on a acheté en calories pour nous, parce qu'en fin de compte, on achète l'huile, la farine, mais et tout le reste, c'est vraiment très très rare. Donc ouais, je crois qu'on a plus acheté de grains, même en argent. En argent, on a dépensé plus pour le grain et en calories aussi. C'est un truc de dingue, ça. Donc poule, c'est cool, mais c'est pas le truc le plus rentable. Et c'est pour ça qu'à l'avenir, je pense que on gardera quelques poules, bien sûr, mais on va redescendre un petit peu pour se concentrer plus sur peut-être les moutons. Donc voilà pour les poules. Et alors là, on arrive à mon abonnement le plus rentable, les chèvres. C'est une grosse révélation. Alors avant, les chèvres, c'était pas un truc où je m'étais dit en fait que je serais aussi passionnée. J'aimais bien, hein, parce que j'aime tous les animaux, mais pas plus que le reste, même je dirais un peu moins, quoi. Abdel, lui, de base, par contre, il aimait bien les chèvres, il savait que ça allait lui plaire, mais en fait, c'est un truc de dingue. Non seulement elles sont d'une intelligence et d'une sociabilité incroyable, mais en plus, elles produisent pour pas un rond. Elles te mangent, mais vraiment, les trucs les plus refusés par les autres animaux de ton terrain. Elles mangent quasi pas d'herbe. Elles mangent des ronces, des bouts de sapin, des écorces, des machins. Elles mangent n'importe quoi, ce que les autres ils aiment pas. Elles ont fait du lait sans qu'on leur donne de grains. Alors certes, elles produisaient sûrement moins que si on les avait dopées au granulé, mais leur production, elle nous suffisait totalement, hein. Bon, on aurait pu en avoir un petit peu plus, hein, pour faire genre quelques fromages affinés en plus, mais bon, ça reste très correct, hein. Donc depuis juin jusqu'à mi-décembre, elles ont produit à 2 chèvres 376 litres de lait. Donc pour la traite, en fait, tu les appelles. Elles viennent en courant, elles se placent toutes seules dans l'ordre établi pour leur donner une routine, en fait. Donc les chouilles, elle attend, elle sait que dès que Blanchette finit, c'est son tour. J'ai pas besoin de me lever, hein, je pousse la porte derrière moi et en fait, elles échangent de place. C'est un truc de dingue. Avec tous les autres animaux, c'est pas comme ça, hein. Vous faites pas d'illusions. Genre pour attirer une poule, un mouton, une vache, tu dois lui présenter de la bouffe et ils comprennent jamais ce que tu veux faire. C'est pas très fut-fut, quoi. Là, les chèvres, je comprends même pas comment c'est possible qu'elles soient aussi pratiques dans leur fonctionnement. On dirait qu'elles savent en fait ce qu'on veut. Enfin, c'est un truc de fou. Puis c'est des amours. Pendant la traite, il y en a une, elle a son petit rituel. Donc elle se place, ensuite elle se tourne, elle a un petit bisou sur le nez. Donc il faut que tu lui fasses son petit bisou sur le nez. Et puis après, pendant que tu la traites, elle te lèche le cou. Vraiment, pour moi, c'est un truc de dingue. C'est une révélation. Alors je pensais vraiment que les vaches c'était indispensable pour notre autonomie. Parce qu'on consommait pas mal de fromage, de lait, de crème fraîche, etc. Mais en fait, avec le lait de chèvre, j'ai vraiment totalement remplacé le lait de vache, sauf pour le beurre, qu'on a continué d'acheter parce que j'avais pas assez de lait par jour pour faire une quantité de beurre convenable, étant donné qu'il n'y a pas énormément de crème dans le lait de chèvre. Donc ça... c'est le seul truc qui manquerait, quoi, en fait. Mais après, je pourrais compenser par de l'huile, on va dire. Puis je pensais vraiment en fait que le lait de chèvre avait un goût de bique, quoi. En fait, non, pas du tout. Quand tu viens de traire le lait de chèvre et que tu le gardes cru, il commence en fait à prendre un goût qu'au bout du 3e jour. Sinon, c'est aussi bon que le lait de vache. Donc moi, j'utilise pour tout, pour les gâteaux, les préparations salées. D'ailleurs, cet été, j'ai invité une copine et ses parents. Je leur ai fait l'intégralité du repas au lait de chèvre. Donc entrée, c'était des toasts, du fromage frais de chèvre avec du saumon. Après, un pâté de pommes de terre, pâte briochée, donc pâte briochée avec du lait de chèvre, plus pommes de terre pré-cuites dans le lait de chèvre, plus crème fraîche de lait de chèvre dedans. Et en dessert, île flottante au lait de chèvre. Donc tout le monde était super surpris parce que j'ai pas dit en fait tout de suite que c'était au lait de chèvre. J'ai laissé en fait le suspense.
Et tout le monde était super choqué parce que ça n'avait pas du tout le goût de chèvre. Jamais ils auraient pu le deviner en fait. Il n'y a pas de goût. Ma crème aux œufs au lait de chèvre, c'est pareil. Je l'ai fait goûter à plein de monde. Oh, ça c'est trop mon délire en fait. À chaque fois que je dis aux gens que j'ai des chèvres, ils me disent ah moi j'aime pas le lait de chèvre et tout. De toute façon en fait on en fait super souvent donc j'ai toujours j'ai toujours ma crème aux œufs en fait dans le frigo. Je fais attends, restez là, bouge pas, je te fais goûter ma crème aux œufs au lait de chèvre. Et en fait ils sont toujours choqués, quoi. Donc, faites-moi confiance. Vous pouvez y aller. Les chèvres, c'est OK. Pour finir, on passe à la cueillette sauvage. Bon là, ça représente vraiment que dalle dans ma survie. Il y a que les châtaignes qui valent vraiment le coup. Et encore, tu peux pas non plus en manger des tonnes. Sinon, à la fin, tu fais une overdose, quoi. Là, j'en ai ramassé que 15 kilos cette année. Il y en avait bien plus, forcément, hein, puisque j'ai une forêt entière de châtaigniers. Mais déjà, il me restait des châtaignons des autres années. Puis, je pense que 15 kilos chaque année, c'est déjà bien, hein. Je fais avec des gâteaux ou alors pour accompagner une viande, notamment dans les rôtis, ça se marie très bien avec. Mais voilà, ça, après, si vous en mangez trop, franchement, on s'en lasse. Les champignons, ça, moi, j'aime trop, hein, ça réveille un plat. Mes préférés, c'est les cèpes et les girolles. Et puis, les balades d'automne pour aller les chercher, c'est vraiment un plaisir. Ça permet à la chienne aussi de bien explorer la forêt, donc elle aime bien. Mais par contre, ça donne vraiment pas beaucoup de calories, donc pas beaucoup d'énergie. Je pense que je perds 10 fois plus de calories en les cherchant qu'en les mangeant. Donc, on va dire que c'est plus un plaisir qu'un besoin de survie entre guillemets. Et en plus, c'est même pas super pour la santé parce que ça concentre quand même les éléments radioactifs du sol. Donc, il est conseillé de pas trop en abuser. Bon, moi, franchement, je vous le dis, hein, j'en abuse. Hein, et là encore, cette année, elle a été très sèche. J'en ai pas ramassé des tonnes. Mais sinon, tout ce que je ramasse, je le mange. Donc, je fais pas mal de cèpes sous forme déshydraté. J'en mets genre 5 lamelles dans la cocotte quand je fais les bouillons de carcasse, par exemple. Et ça parfume le plat. C'est vraiment un délice, quoi. Voilà, c'est devenu limite comme une épice pour nous. Là, on est sur 3,58% de nos besoins caloriques, hein, en sauvage. Donc, vous voyez que si vous voulez survivre dans la nature, c'est pas gagné. Alors, bien sûr, hein, là, c'est 3,58 parce que on n'a pas forcé le truc, hein. Vous pourriez ramasser plus de mûres, plus de châtaignes. Pendant les grandes famines au Moyen-Âge, ils ont survécu avec des châtaignes, hein, donc c'est juste que c'est pas rigolo, quoi. Vous pouvez aussi avoir la chance de tomber sur des noyers, même si perso, hein, je peux vous dire qu'autour de moi, j'ai des hectares et des hectares que j'ai fouinés et fouillés de fond en comble. Il n'y a pas un seul noyer, hein. Donc dites-vous bien que toutes les personnes de France vont pas trouver un spot avec des noyers. Ceux qui trouvent un noyer, partez du principe que vous avez déjà beaucoup de chance. Les noisetiers, c'est pareil, on n'en a pas beaucoup dans la nature et la plupart des années, en fait, ils sont parasités par des larves. Genre, je crois, ça fait depuis 5 ans qu'on est là. Il y a que 2 fois où j'ai eu quelques noisettes qui étaient bien, quoi. Donc, on peut pas dire que la récolte, elle est très fructueuse. Mais j'en ai quand même planté dans mon jardin pour voir si avec des variétés productives, c'est mieux. On verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de récolte. Puis après, il vous reste les orties. Mais manger des orties tous les jours, vous allez vite déchanter. Et puis tout le reste, c'est que de la feuille. Donc très peu de protéines. Je crois qu'il y a un petit peu de protéines dans les feuilles de tilleul, mais voilà, c'est quand même que de la feuille verte, quoi, donc c'est pas un truc très gourmand, ça sera quand même un petit peu triste pour vous. Alors maintenant, on va résumer un petit peu tout ça. Quand vous débutez en autonomie alimentaire, les fruitiers pourront pas vous apporter assez parce qu'en début de production, ça produit rien, quoi. Donc, par contre, plus tard, si vous avez des noyers, des noisetiers pour les lipides et plein de fruits pour les glucides, je pense que vous pouvez réussir à combler pas mal de besoins, quoi. Le potager, c'est cool parce que dès la première saison, vous pouvez produire, mais c'est insuffisant pour combler l'essentiel de vos besoins. Alors, ça va vous remplir vos plats, mais il faudra toujours rajouter là-dessus des lipides. Par exemple, vous mangez une grosse salade, en fait, votre énergie, elle est dans l'huile que vous allez mettre dans votre vinaigrette. Et puis, au potager, c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de protéines, sauf si vous mangez full légumineuse, mais c'est assez compliqué, en fait, parce que, en gros, les haricots coco, les haricots rouges qui sont assez faciles à faire, si vous mangez ça tous les jours, vous allez vous lasser. Les lentilles, c'est super compliqué à récolter en quantité. Je dirais que c'est limite le même niveau de difficulté que récolter son propre blé.
Le soja, chez moi, ça marche pas. Il faut avoir les bonnes bactéries dans son sol, ou bien alors il faut ensemencer à la plantation. Moi, ça ne fonctionne pas. Et j'ai aussi essayé le pois chiche, ça marche pas non plus. Faudrait faire tout en serre. En fait, chez moi, il fait pas assez chaud. Bon, c'est des quantités tellement énormes qu'il vous faut faire un gros tunnel rien que pour le pois chiche, quoi. Donc pour moi, à part les haricots rouges ou les haricots coco, quoi, enfin les haricots, il y a que là que je peux trouver des protéines. Et voilà, quoi, vous n'avez pas manger à tous les repas la même chose, quoi. Le sauvage, n'en parlons pas, hein, survivre avec, c'est déjà compliqué quand tu es le seul à y fouiner. Alors imaginez en cas d'effondrement, si tout le monde cherche sa nourriture dans la nature, c'est sûr, il y aura encore moins, donc ne comptez pas là-dessus. En fait, j'ai l'impression, c'est assez utopique de le penser. On est beaucoup trop nombreux, en fait, pour pouvoir se passer de potager artificiel, de verger, d'élevage. Et il y a trop de gens qui pensent que ça y est, dans la nature, on peut survivre. Non, en fait, l'hiver, t'as rien, quoi. Mais sortez en forêt, là, maintenant, et allez voir ce qu'il y a. Vous avez rien du tout. Il y a rien, quasiment rien. Même les orties, il y en a pas en ce moment, quoi. Donc vous allez vraiment tomber des nues, quoi. Si vous essayez ne serait-ce que survivre une semaine, vous verrez que ça va être très dur, hein. Vous allez avoir faim à la fin, hein. Donc après, vous pouvez bien sûr rajouter la pêche et la chasse, mais même là, hein, par exemple, les ACCA de chaque ville, c'est genre 15-20 chasseurs qui tuent chaque année un quota qui permettent le renouvellement. Donc ça veut dire que le gibier d'une ville entière est géré par une poignée de personnes. Donc il n'y aura pas assez pour la viande de toute une ville. Les poissons, c'est pareil. Si tout le monde se met à pêcher, il y aura plus de poissons. Déjà qu'il y en a déjà plus beaucoup à l'état naturel qui sont pas lâchés. Donc tout ça, le potager, le verger, c'est indispensable en fait, parce qu'on est trop nombreux maintenant, quoi. Les chasseurs-cueilleurs, c'était valable pendant la préhistoire, quand on était, je sais pas combien, la population était peut-être 1000 fois moins importante qu'aujourd'hui. Donc, il faudra chercher d'ailleurs, je ne sais pas, hein, je dis ça au pif, mais bon, on était bien entendu bien moins nombreux qu'aujourd'hui. Et pour finir, l'élevage, alors je pense que là, niveau production, on est quand même pas mal, hein. Niveau besoin, j'ai pas l'impression d'avoir manqué de quelque chose. Il n'y a pas un jour où je me suis dit, tiens, je voudrais manger du poulet et que j'en avais pas. J'ai pas manqué d'œufs. D'ailleurs, quand il y avait des creux dans la ponte, je vous ai montré la technique que je faisais dans la conservation, pour la conservation dans le lait de chaux. Ça marche très très bien. Donc on a vraiment eu des œufs non-stop toute l'année. On n'a vraiment jamais manqué d'œufs. Pour le lait, je m'en suis contentée. Il manquait juste du beurre et un petit peu plus de quantité pour faire du fromage avec un affinage, parce que plus vous affinez, plus la quantité de lait par volume de produit fini augmente en fait, puisque ça réduit à la fin. Donc la majorité des fromages qu'on faisait, c'était des fromages frais en fait. Ça aurait été très sympa pour varier, d'avoir plus d'affinage possible et pouvoir faire plus de tests. Alors dans tout ça, il est aussi important de savoir du coup qu'est-ce que j'achète encore. Et bien ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, parce qu'il y a encore plein de choses à dire et cette vidéo est déjà très longue. Donc voilà, vous avez toutes les données chiffrées, les différents tableaux. J'espère que ça vous servira dans votre réflexion, dans vos choix de postes de production alimentaire. Alors, même si c'est super approximatif, on voit qu'on a produit beaucoup trop de protéines et pas assez de lipides et glucides. Donc, on espère qu'à l'avenir, nos productions fruitières et d'oléagineux vont augmenter afin de nous permettre d'atteindre le 100%. Ce qui nous permettra, en contrepartie, de diminuer la production côté élevage, peut-être moins de poules par exemple, ce qui permettra aussi de diminuer la quantité d'intrants, parce qu'au final, à part la farine et l'huile, on achète très peu de ressources alimentaires pour nous. Par contre, pour les animaux, ça c'est une autre histoire, hein. Les poules, elles ont consommé énormément de grains pour produire tout ça. Et donc, en fait, on s'est retrouvé à acheter plus de calories pour les poules que pour nous à la fin. Je profite de cette vidéo, en fait, qui est un petit peu le bilan de tout ce qu'on a fait ces dernières années, de tout ce qu'on vous a présenté, pour vous remercier de nous suivre. Là, on est bientôt 50 000 à 1000 abonnés près. Voilà, merci. Vous êtes aussi un moteur, parce que dans les commentaires, vous nous mettez beaucoup de conseils qu'on applique d'ailleurs, hein. Vous nous servez énormément. Il y en a qui pensent que vous avez beaucoup appris à mes côtés, mais moi aussi, j'ai énormément appris via les commentaires. Et voilà, donc encore une fois, merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Bye bye!